Il est 20h30 ici à Paris, suite de l'essentiel sur France 24. Merci d'être là tout de suite. C'est On va plus loin. Je vous présente ceux qui m'accompagnent ce soir en plateau. Marc Semo, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, collaborateur au Monde et à Challenge. Face à vous, Bruno Darou, qui est avec moi depuis lundi. Commissaire international. Avec grand plaisir. Bonsoir Florent. À France 24. Bonsoir Bruno. Au programme ce soir, le Liban, avec donc cette conférence internationale de soutien organisée ici à Paris. À la clé, 1 milliard de dollars pour le pays du Cèdre. 80% seront destinés à l'aide humanitaire, le reste pour l'armée libanaise. Est-ce que ça peut changer quelque chose au conflit? On se posera la question. Et puis nous irons ensuite aux États-Unis, où Donald Trump est accusé par son ancien chef de cabinet d'être fasciste. Accusation reprise hier par sa rivale démocrate Kamala Harris. Nous sommes désormais à 12 jours de la présidentielle et vous l'avez compris, le ton monte encore d'un cran. « 70 pays présents et 1 milliard de dollars d'aide humanitaire récoltée. La France se félicite de la conférence internationale de soutien au Liban qui avait lieu aujourd'hui à Paris. L'occasion pour Emmanuel Macron d'appeler une nouvelle fois à un cessez-le-feu, un mois après le début de la guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Léo Péchard. C'était l'un des objectifs affichés par Emmanuel Macron à l'ouverture de la conférence. Apporter une aide d'urgence au Liban. Un but atteint à la fin du sommet. Selon le ministre des Affaires étrangères, 800 millions de dollars d'aide humanitaire ont été récoltés pour la population libanaise. À cela s'ajoute 200 millions de dollars pour l'armée du pays. 1 milliard, soit même plus d'1 milliard, me dit-on, avec les dernières contributions. Nous sommes donc à la hauteur de l'enjeu. Je voulais vous en remercier et je voulais vous en féliciter. Nos échanges ont mis clairement en lumière les conséquences humanitaires de la guerre, déjà bien pires que celles du conflit de 2006. La conférence ambitionnait également d'encourager un cessez-le-feu au Liban. C'est ce qu'a avant tout demandé son Premier ministre. Pour lui, la fin des hostilités entre le Hezbollah et Israël ne pourra se faire que sur la base de la résolution 1701 des Nations Unies. Un texte qui prévoit une zone exemptée de toute force armée au sud du Liban, à l'exception des soldats libanais appuyés par les casques bleus. Assez de destruction, assez de guerre, assez de sang versé. Et nous pensons que nous pourrons ensuite appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, nous avons pris à bras-le-corps le côté humanitaire. Nous essayons de fournir une aide humanitaire, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi protéger la population. L'Iran, soutien du Hezbollah et Israël, principaux protagonistes de ce conflit, n'ont pas été invités à ce rendez-vous. En tout, 70 délégations et 15 organisations internationales ont participé, mais pas le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken a préféré effectuer une dernière tournée diplomatique au Proche-Orient avant la présidentielle américaine du 5 novembre. Marc, même si les armes ne se sont toujours pas tues au Liban, c'est évidemment une bonne nouvelle pour le Liban et notamment pour la population qui manque de tout. C'est une bonne nouvelle pour la population. 800 millions d'euros, ce n'est pas rien. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais le problème d'une telle conférence, au-delà du besoin de montrer, notamment de la part pour Emmanuel Macron, que l'on fait quelque chose, est quand même un peu vain. C'est-à-dire, c'est une conférence sans les acteurs. Comme l'a très bien souligné le journaliste avant, bon, les États-Unis, Anthony Blinken, aurait pu finir sa tournée à Paris. Il ne l'a pas fait, il est rentré directement à Washington. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Al-Farhan Al-Saoud, disons, pays majeur pour aider le Liban, n'est pas venu. L'Iran et Israël n'ont pas été invités. Enfin, pour Israël, je ne sais pas s'ils ne sont pas venus ou s'ils n'ont pas été invités. L'Iran, en tout cas, n'était pas invité. On a vu Najim Mikati aux côtés d'Emmanuel Macron. Oui. Oui. Ah, pardon, il m'a pas dit, l'Iran, Israël, voilà. Donc, oui, alors c'est facile, effectivement, d'être tous d'accord quand il n'y a pas les principaux protagonistes du conflit. Donc, ces aides sont fondamentales. C'est très bien de montrer que l'on fait quelque chose, mais cet appel au cessez-le-feu, qui est par ailleurs nécessaire, était un peu dérisoire. On est là dans l'incantatoire. Alors juste, le Premier ministre libanais a souligné quelque chose de fondamental. Effectivement, il faut appliquer la 1701 et le faire en sorte que dans toute une zone du Liban, il n'y ait pas d'autre force armée que l'armée libanaise. Mais ça, c'était déjà vrai il y a 18 ans, quand s'est installée la FINUL. Ça n'a jamais été appliqué, parce que le mandat de la FINUL ne lui permet pas de le faire. Donc cette question de comment arriver à faire en sorte que
il n'y ait qu'une seule force armée qui est celle de l'État, reste sur la table. Et pour le moment, on ne voit pas comment on peut y arriver. Sur ce milliard, il y a 200 millions de dollars d'aide pour l'armée libanaise, une armée d'un État aujourd'hui failli. Revigorée, l'armée libanaise est aujourd'hui l'une des priorités de la communauté internationale. Pourquoi ? En tout cas, c'était une des priorités de cette conférence. Vous voyez, c'était soutien à la population, donc c'était l'aide humanitaire, et la souveraineté du Liban. Donc ça passe effectivement par 200 millions qui ont été débloqués pour aider l'armée libanaise à être une véritable armée. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, il y a eu des périodes où des pays comme la France, l'Arabie Saoudite, le Qatar ont financé l'armée libanaise en équipement. Ça a permis d'avoir quelques effectifs de plus. Bon, certains pays comme l'Arabie Saoudite, à un moment, ont arrêté parce que vous voyez que l'emprise du Hezbollah, même au sein de l'armée, restait importante. Donc oui, là, elle est dans un état qui n'est franchement pas terrible. C'est environ 60 000 soldats. Elle doit être déployée au sud Liban. Elle y est, mais elle reçoit d'ailleurs des tirs israéliens. Il y a eu 3 morts aujourd'hui. Mais l'intention, là aussi, est bonne. Renforcer l'armée libanaise, c'est renforcer, effectivement, la souveraineté de l'État libanais, car il n'y a pas d'État sans forces armées. Le président Macron, d'ailleurs, a dit que c'est l'armée libanaise qui doit avoir le monopole de la force légitime. Bon, très bien, oui. Sauf qu'il y a le Hezbollah. Voilà, sauf qu'il y a le Hezbollah, c'est le problème depuis le début, et que le Hezbollah est toujours là malgré les coups durs que lui a infligé Israël, et les combats se poursuivent. Donc c'était un peu schizophrénique parce que, des appels au cessez-le-feu, on va renforcer l'armée libanaise pour pouvoir faire en sorte que la résolution 1701, qui donc aurait dû être appliquée depuis presque 20 ans, le soit enfin, et pendant ce temps, sur le terrain, la réalité est non seulement totalement différente, mais à l'inverse même, avec un pays, Israël, pour qui la souveraineté du Liban, franchement, ce n'est pas un enjeu, on va dire. Une armée libanaise plus forte, ça peut changer quoi, Marc ? Elle pourrait, mais théoriquement, désarmer le Hezbollah. Ce qui était, la 1701 explique que la FINUL est là pour aider l'armée libanaise dans le désarmement du Hezbollah. C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. L'armée libanaise n'en a ni les moyens ni la volonté. Elle n'en a toujours ni les moyens ni la volonté. Donc c'est un vœu pieux. Et de ce point de vue-là, entre les appels incantatoires d'Emmanuel Macron au cessez-le-feu et les appels au cessez-le-feu américains, mais beaucoup plus modérés, s'explique par le facteur Hezbollah. C'est-à-dire, globalement, la France pense qu'il faudra faire les comptes avec le Hezbollah. Les États-Unis, globalement, estiment que plus Israël continuera à militairement affaiblir le Hezbollah, voire affaiblir le Hezbollah tout court, démanteler ses structures, tuer ses responsables, etc. Tout cela ne peut que permettre un éventuel sursaut aidé par la communauté internationale de l'État libanais à se reconstituer. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un réel pragmatisme américain. La France, elle est dans son rôle, bien sûr, à l'occasion de ce sommet. On rappelle bien sûr les liens historiques entre la France et le Liban. Ce n'est pas un hasard si c'est Paris qui organise aujourd'hui cette conférence. Oui, ce n'est pas un hasard, parce que la France conserve quand même des leviers d'influence sur le Liban. Et puis, il y a cette histoire commune, ça a été répété. Le ministre des Affaires étrangères, je crois, a dit que c'est plus qu'un pays ami, c'est un pays frère. Bon, très bien. Mais, sauf que depuis quelques années, quand même, le rôle de la France, y compris au Liban, est quasi... alors, je vais être plus gentil que Marc, est quasiment nul. Donc, d'ailleurs, cette conférence était pour Emmanuel Macron et la diplomatie française l'occasion de montrer que la France pouvait encore jouer un rôle. Donc, il y avait un effet un peu d'image et de communication. Bon, avec les 800 millions, c'est un petit peu réussi. Mais on voit bien, en même temps, que la diplomatie française ne peut pas aller au-delà d'un rôle humanitaire. Il ne peut absolument pas régler les choses sur le fond, puisque, comme le disait Marc aussi, l'Iran et Israël ne sont pas là, ce sont les protagonistes, donc on ne peut pas vraiment avancer sur un quelconque règlement que ce soit, en fait. Ça peut masquer des gains diplomatiques qu'on peut qualifier de minimes ces dernières années, du coup. Oui, encore. Non, mais la France, en plus, alors cette conférence apporte de l'argent, c'est important, pour les Libanais, c'est un soutien, mais la ligne de la France a été tellement zigzagante, y compris par rapport au Liban, même ces derniers mois, que d'une certaine façon, la France a raison, pouvait se targuer de pouvoir parler à tout le monde, et c'était vrai. Mais alors la France continue,
ça fait partie des rares pays qui peuvent parler à tout le monde. Elle parle à tout le monde, mais est-ce qu'elle est écoutée? C'est ça la question. Personne ne l'écoute et on la prend de moins en moins au sérieux. Par justement ces zigzags, où elle se contredit d'une semaine, voire d'un jour sur l'autre, etc. Donc c'est comme un problème majeur. Et puis il y a eu aussi, ça a été souligné pendant cette conférence, un appel à la classe politique libanaise pour essayer de sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il se trouve depuis 2 ans maintenant, parce que le Premier ministre libanais qu'on a vu, donc Najib Mikati, est un Premier ministre démissionnaire. Il n'y a toujours pas de président, on le rappelle ? Et il n'y a surtout toujours pas d'élection du président, parce que c'est bloqué par les partis, pour faire simple, les partisans du Hezbollah au Parlement libanais. Le système confessionnel, on le rappelle. Oui, avec le système confessionnel, le Hezbollah veut bien que l'élection soit organisée, à condition que ce soit son candidat qui soit désigné. Donc évidemment, en plus on regarde la constitution libanaise, c'est pas possible, donc ça bloque depuis 2 ans. Et effectivement, s'il y avait un président de la République désigné, ça donnerait un peu plus de force et de légitimité au Liban. Donc il y a ce problème politique à régler. Mais alors on ne parle même pas du problème économique qui a été encore aggravé par l'intervention de l'armée israélienne. Je crois que les prévisions du FMI pour le Liban là, pour 2024 sont absolument catastrophiques, avec un recul de plusieurs points du PIB. Avant de passer à la seconde partie, cette image qui est sans conteste celle de la journée, Antonio Guterres, le patron de l'ONU, en compagnie de Vladimir Poutine à Kazan, à l'occasion du 3e et dernier jour du sommet des BRICS. Un président russe sous le coup, on le rappelle, d'un mandat d'arrêt international de la CPI. Marc, l'image a au minimum de quoi surprendre. Et de quoi choquer, dans la mesure où l'année dernière, en 2023, Poutine n'avait pas pu aller au sommet de Johannesburg des BRICS, parce qu'il avait justement ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, la déportation de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens en Russie. Il risquait d'être arrêté. Il risquait d'être arrêté parce que l'Afrique du Sud fait partie du traité de la CPI. Donc là, voir le secrétaire général de l'ONU s'afficher à côté d'un président qui a lancé une guerre d'agression qui viole tous les principes de la Charte des Nations Unies, dont il était censé être les garants en tant que président d'un des membres permanents du Conseil de sécurité, inculpé par la CPI, etc., c'est quand même lourd. Alors oui, c'est dans le rôle d'un secrétaire général des Nations Unies, éventuellement, de parler pour la paix, mais il aurait pu le faire ailleurs qu'à Kazan. Il aurait pu simplement saluer le sommet des BRICS à Kazan, parce qu'effectivement, les BRICS représentent aujourd'hui 45% de la population mondiale, un tiers du PIB, et qu'il faut saluer les émergents. Mais est-ce qu'il avait besoin d'aller en personne cautionner cette revanche diplomatique de Poutine qui montre à tout le monde, regardez, on n'est pas isolé? C'est d'autant plus scandaleux, et je pèse mes mots, que les BRICS sont en partie un drapeau mais une coquille vide, qu'il n'y a aucune position commune, y compris sur la guerre en Ukraine, entre ces BRICS. Le communiqué d'ailleurs de cette réunion est totalement filandreux pour la paix, etc., au Moyen-Orient comme en Ukraine d'ailleurs, etc. Donc en réalité, ce n'est même pas des pays qui soutiennent tous la Russie de Poutine, mais en revanche, Poutine peut aujourd'hui bomber le torse et dire, regardez, la Russie aujourd'hui est soutenue par toute cette partie émergente de l'humanité. Donc, était-ce bien sage de la part du secrétaire général de l'ONU? Il aurait pu juste effectivement envoyer un message. La réponse est un peu dans la question. Qu'est-ce qu'il vient faire en Russie, le secrétaire général de l'ONU? Alors, je vais être un peu moins méchant que Marc là aussi. Pour la deuxième fois. Je pense que il a dû, je pense, et son entourage hésiter à y aller, mais effectivement, en tant que secrétaire général de l'ONU, ne pas se rendre dans une réunion qui regroupe effectivement des grands pays émergents qui représentent 45% de la population, un tiers du PIB mondial. Bon, donc cette image, elle n'est pas choquante selon vous? Non, j'ai pas terminé. Il y avait ça d'un côté qui était le côté, bon, allez, pour ces raisons-là, il faut y aller. Après, il y avait l'inconvénient énorme quand même d'aller en quelque sorte adouber Vladimir Poutine, qui est effectivement un mandat de la CPI et qui a violé la charte de l'ONU. Cela dit, Vladimir Poutine, moi j'ai vu, c'était notamment une question d'un journaliste de la BBC posée à Vladimir Poutine sur l'invasion de l'Ukraine, et Vladimir Poutine a expliqué que non, au contraire, il respectait, lui, le droit international, et que c'était les Occidentaux, avec leur élargissement de l'OTAN à l'Est, etc., qui avaient sans cesse menacé la sécurité de la Russie. Enfin, la rhétorique habituelle depuis... non, mais c'est encore pire. Il a redit ça, mais sans devant signer. Guterres... Il était presque énervé. Non, mais devant Guterres, il a même redit une autre chose. Oui. Il a dit, la Russie, il est illusoire de penser que la Russie pourrait perdre cette guerre. Oui. Donc voilà. C'est même pas je me repens de ce que j'ai fait, peut-être on pourra arriver à un compromis. Non, on veut gagner la guerre qu'on a lancée, cette guerre d'agression, la première en Europe, faite par un autre État.
depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, qu'un secrétaire général de l'ONU piétine à ce point les valeurs que sont censées représenter les Nations Unies est quand même quelque chose d'ahurissant. Et le plus ahurissant de tout ça est que l'Union européenne dit finalement si ça peut servir à promouvoir des négociations. Donc là on retrouve un esprit munichois de l'Europe absolument stupéfiant, alors qu'on pouvait croire qu'après 2 ans de guerre en Ukraine il y avait eu un véritable sursaut. Et un dernier mot avant de passer à la suite. Ah oui, mais je vais vous faire la transition. Vladimir Poutine a estimé que les déclarations de Donald Trump sur l'ouverture de négociations de paix concernant l'Ukraine en tenant compte des réalités sur le champ de bataille, visiblement Trump aurait dit ça, sont des déclarations qui vont dans le bon sens et qui sont tout à fait sincères. Ouais. Et donc, merci pour la transition, Bruno. La présidentielle américaine, on l'évoque maintenant, J-12 désormais. Hier, une interview n'est pas passée inaperçue, c'est celle de John Kelly, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump. Selon lui, le candidat républicain préfère l'approche dictatoriale dans sa manière de gouverner. Il parle de la fascination de Donald Trump pour Hitler. Donald Trump qu'il qualifie de fasciste. Fasciste, un mot lourd de sens, également repris par Kamala Harris. Je vous propose d'écouter la candidate démocrate. C'était hier sur CNN. Pensez-vous que Donald Trump est un fasciste? Oui, je le pense. Oui, je le pense. Et je crois aussi qu'il faut faire confiance aux personnes qui le connaissent le mieux sur ce sujet. John Kelly, un général de marine 4 étoiles qui a été son chef de cabinet, a donné une interview dans les 2 dernières semaines de cette campagne pour expliquer à quel point Donald Trump est dangereux. Marc, Donald Trump fasciste, d'accord ou pas avec cette affirmation? En tout cas, écoutons celui qui était son chef de cabinet et un de ses conseillers à la sécurité, John Kelly. Par ailleurs, Mark Milley, qui était son chef d'état-major, a dit dans le livre de Bob Woodward exactement la même chose. Oui, il y a des tendances évidemment fascistes chez Donald Trump, avec sa fascination pour les hommes forts en général. Alors c'est vrai qu'en plus il a même dit que... Pour les hommes forts, ça dépend lesquels. Voilà, que Hitler n'a pas fait que des choses mal, mais il est surtout fasciné par Poutine, Xi Jinping, et le revendique. Voilà, donc on sait qu'il y a ça chez Donald Trump, et c'est pour ça que l'enjeu de ces élections américaines, qui vont se jouer sur quelques dizaines de milliers de voix dans une poignée d'États bascules, c'est quand même le sort de l'humanité qui se joue dans ce scrutin. Voilà, et là, ensuite, il y a un deuxième aspect, qui est celui de pourquoi, finalement, Kamala Harris commence à durcir le ton. C'est-à-dire, jusqu'ici, alors que Trump a fait le choix de galvaniser l'électorat républicain en allant à droite toute dans l'espoir de faire voter les gens qui avaient arrêté de voter ou qui s'étaient un peu désintéressés de tout ça, elle a fait le choix qui pouvait se justifier du centre. Mais le problème, c'est que sa campagne en misant sur le centre, après l'envolée de sa nomination, de son investiture, a commencé de plus en plus à patiner, parce qu'elle n'imprime pas, elle ne convainc pas, elle ne galvanise pas. Et donc là-dessus, effectivement, en disant oui, Trump est un fasciste, ça va peut-être dans ces 10 derniers jours, là on est quoi? Oui, 12 jours. 12 jours, c'était dans mon lancement, Marc. Ça va peut-être un peu dynamiser les choses. Mais pour le moment, malheureusement, elle n'a pas creusé la différence dans les sondages. Au contraire, il y a eu cette petite envolée, puis elle est retombée. Pour le moment, on est toujours au coude à coude. Et la plupart des spécialistes disent que le risque d'une victoire de Trump est toujours plus réel. Donald Trump fasciste ou pas, du coup, Bruno? Écoutez, après, ça dépend. Si on prend dans les faits jusqu'à présent, il n'a pas été fasciste comme on définirait un Mussolini ou un Hitler. Il a pu montrer que c'était un danger pour la démocratie américaine, notamment le 6 janvier. Bien sûr, tout à fait. Mais il a des tendances très autoritaires. Par exemple, il déclare que sont des ennemis de l'intérieur, en gros, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, au-delà même de ses opposants politiques. Il a expliqué d'ailleurs, sous forme un peu de boutade, on lui posait une question, on lui demandait si vous êtes élu,
qu'est-ce qui se passerait dans les premiers mois. Il a dit dans les premiers mois, je ne sais pas s'il a employé le terme dictateur, mais oui, voilà, je mènerai une direction un peu autoritaire. Donc, musclé, quoi. Voilà, musclé. Effectivement, visiblement, à John Kelly et à son chef d'état-major des armées, il expliquait que Hitler avait fait parfois des choses bien et avait aussi l'avantage d'avoir des généraux qui lui obéissaient absolument, et que ça, vraiment, c'était très bien. Alors après, sur Kamala, effectivement, ce qu'on peut constater, effectivement, c'est qu'il reste 12 jours. Il faut convaincre, en fait, voilà, c'est ces quelques dizaines de milliers d'électeurs dans les États bascules qui effectivement vont faire l'élection. Alors, est-ce qu'elle s'est dit, voilà, ma stratégie centriste, effectivement, bon, je baisse pas, mais je monte pas, j'arrive pas à creuser l'écart, en tout cas, avec Donald Trump. Là, on remet un peu, c'était la grosse thématique de Joe Biden, hein, Donald Trump est un danger pour la démocratie, c'est le sort de la démocratie qui se joue, pour essayer de convaincre les indécis ou ceux qui ont renoncé à aller voter ou qui s'en moquent. Est-ce que c'est très fédérateur? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, c'est pas fédérateur, là, on est dans la dernière ligne droite et ça va cogner. Et aussi, du coup, le petit inconvénient, je trouve, c'est qu'elle descend au niveau de rhétorique de Donald Trump. Oui, ça a longtemps été la marque de fabrique de Donald Trump. Est-ce que c'est une victoire de Donald Trump que ses adversaires reprennent sa façon de faire la politique? Pas tout à fait, parce que le ton est différent. Elle dit oui, le ton est fasciste. différent, oui. Oui, c'est un fasciste. On lui pose une question, elle le dit de façon extrêmement, si l'on veut mesurer, froide. Mais sur le fond, c'est rude. Voilà, mais d'une certaine façon, c'est une des dernières cartes qu'elle peut jouer, parce qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de gens, y compris dans le camp républicain, qui quand même s'inquiètent un peu de ce que pourra être Donald Trump, qui dit qu'il a appris de son premier mandat et qu'il ne ferait pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'il serait beaucoup plus dur, beaucoup moins démocratique et tout. Ce qui est fascinant, c'est que quand même la convergence des récits, notamment de ces généraux, qui disent Trump veut qu'on soit loyal à lui, même en violant les lois et notre serment à la Constitution. L'important, c'est la loyauté. C'est extrêmement préoccupant. Oui. C'est réellement là-dessus une démocratie, la démocratie américaine, qui est en jeu. Donc d'abord, il y a de quoi s'inquiéter pour nous, mais effectivement, en tapant sur ces angles-là, elle peut un peu peut-être arriver à secouer des gens qui disent « ouais, finalement, ouais, c'est à peu près la même chose, je ne vais pas aller voter, etc. » Elle joue là-dessus. Et elle a joué aussi, alors ça peut peut-être jouer dans, je sais pas, l'inconscient politique collectif des Américains. Elle a ajouté aussi le problème, c'est que Donald Trump veut le pouvoir absolu, donc le pouvoir d'un tyran. Et dans la constitution des États-Unis, au moment de l'indépendance, hein, contre le roi d'Angleterre, c'était quelque chose de très fort. C'est-à-dire, nous ne devons pas dépendre d'un tyran, d'un dictateur, etc. Mais aujourd'hui, le Congrès a un poids fort aux États-Unis. Comment ? Le Congrès a un poids fort aux États-Unis. C'est un contrepoids important. Oui, le Congrès a un poids fort, mais si le Congrès est aux mains des républicains et les deux chambres basculent, oui, bien sûr. Et vu la manière dont Donald Trump a exercé une emprise quasi totale sur le parti républicain, enfin là aussi, ceux qui n'étaient pas d'accord, comme Liz Cheney, etc., sont partis, en fait. Donc, elle essaye de jouer là-dessus pour réveiller ça chez les lecteurs américains. Et puis, elle a intérêt fondamentalement à creuser l'écart, parce que Trump a déjà dit qu'il ne reconnaîtrait pas nécessairement le résultat des élections. Donc, on est dans une situation où, probablement, le 6 novembre au matin, nous ne saurons pas qui est élu. Ça risque de se jouer dans les semaines après. Les semaines, voire les mois après. Avec les armées d'avocats mobilisées. Des armées d'avocats, et si ce ne sont que des armées d'avocats... Oui, bien. Vous avez raison. Bien. Oui. Donc on peut imaginer beaucoup de violence et tout. Donc on rentre quand même dans un moment où, alors qu'on est au bord de la guerre totale au Moyen-Orient, comme on le voit, qu'il y a la guerre en Ukraine, etc., la première puissance mondiale, et par ailleurs qui reste le phare de ce que l'on a appelé longtemps le monde libre, entre dans une crise sans précédent. On dit tous les 4 ans que chaque élection présidentielle, elle est cruciale. Cette élection, elle revêt une importance plus particulière. On va dire que depuis 2016, en tout cas, à chaque fois, elles sont quand même, très, très importantes. L'élection, il y a 4 ans, était importante. Il était important que Joe Biden remporte l'élection. Bon, ben là, Donald Trump, par ailleurs, c'est quand même un animal politique, mais enfin, ou même extra-politique, je ne sais pas comment dire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, vous voulez dire. Non, mais après 2020, il était quand même dans les choux, si vous me passez l'expression. Il a réussi à revenir, à remettre le grappin sur le parti républicain, malgré ses déboires judiciaires, hein, parce qu'on n'en parle plus du coup. Enfin, il a quand même... 4 procès, je crois. Voilà, 4 procès en perspective. Il a réussi à s'imposer
à nouveau. Et beaucoup de commentateurs aux États-Unis soulignent quand même le degré de lâcheté quand même de beaucoup de représentants républicains, mais certains ayant peur en fait de représailles, y compris apparemment des représailles physiques contre leur famille, leur entourage. En fait, c'est une ambiance un peu terrible. Et avec un élément en plus, au sein du manifestement, il vieillit de plus en plus. On voit ses discours totalement erratiques, confus, etc. Ce qui n'est pas le moins angoissant, parce que c'est quand même la première puissance atomique mondiale avec le bouton de quelqu'un qui commence quand même tout ce qu'il reprochait à Biden, on le voit chez lui aussi maintenant. Alors elle essaye de l'utiliser d'ailleurs, Kamala, mais... A raison. Et on va devoir s'arrêter là, puisque c'est déjà la fin de notre mini-débat. Vous reviendrez la semaine prochaine, Bruno. On va marquer... Non, ce ne sera pas moi la semaine prochaine. Ce sera pas vous, ok. On va marquer une courte pause. Merci beaucoup, Marc. Merci, Bruno, d'avoir participé à ce mini-débat. On se retrouve dans 5 minutes, nous. À tout de suite.